On nous dit que l'euro numérique, c'est juste une version moderne de notre monnaie, une sorte de mise à jour. Mais si je vous disais que cette version de l'histoire, eh bien, elle est loin d'être complète. En fait, cette présentation, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et croyez-moi, la forêt qui se cache derrière est immense et pleine de surprises. La Banque centrale européenne adore parler de modernisation, de simplicité. Mais il y a un terme qu'elle utilise en interne et dont elle parle beaucoup moins en public, le facteur X. C'est une capacité technique qui pourrait bien, au fond, changer la nature même de ce qu'on appelle l'argent. Alors, dans cette analyse, on va faire exactement ça. On va regarder derrière l'arbre pour voir ce que ce projet signifie vraiment pour notre quotidien, notre vie privée et notre avenir. Mais avant d'aller plus loin, il est capital de déconstruire une erreur, une confusion que beaucoup de gens font. C'est la base pour comprendre tout le reste. Première chose à savoir, l'euro numérique n'a absolument rien à voir avec le Bitcoin. C'est même son opposé polaire. Le Bitcoin est décentralisé, il n'appartient à personne. L'euro numérique, lui, serait hyper centralisé, sous le contrôle total de la banque centrale. Pour l'utiliser, il faudrait une permission. C'est vraiment l'anti-Bitcoin. Deuxième point, et là c'est un peu plus subtil, l'euro numérique, ce n'est pas non plus la même chose que l'argent qui est aujourd'hui sur nos comptes en banque. Vous voyez, l'argent sur votre compte, c'est ce qu'on appelle de la monnaie de banque privée. Pour faire simple, imaginez un jeton de casino. Ce jeton n'est pas de l'argent en soi, c'est une promesse du casino de vous donner du vrai argent. Eh bien, votre solde bancaire, c'est pareil, c'est une promesse, une dette de votre banque envers vous. Le vrai argent, l'argent source, c'est la monnaie de banque centrale. Les billets et les pièces que l'on a dans notre portefeuille en sont le parfait exemple. C'est une dette directe de la banque centrale. Et l'euro numérique, ce serait justement ça, une version digitale de cet argent source. Aujourd'hui, l'architecture est assez simple. On interagit avec notre banque commerciale et c'est elle qui fait le pont avec la banque centrale. Les banques sont des intermédiaires obligatoires entre nous et l'argent source. Demain, avec l'euro numérique, cet intermédiaire pourrait sauter. Chaque citoyen pourrait, en théorie, avoir une relation directe avec la banque centrale. C'est une véritable révolution de l'architecture monétaire. La question c'est pourquoi ? Pourquoi un tel changement et pourquoi maintenant ? Alors, pour comprendre, regardons un peu l'argument officiel, l'histoire que les institutions nous racontent pour justifier ce projet colossal. L'argument numéro 1, c'est la souveraineté. Et pour être juste, c'est un argument solide. Actuellement, 80% de nos paiements par carte sont gérés par Visa et Mastercard, des entreprises américaines. Les paiements sur mobile, c'est Apple et Google. Et pendant ce temps, la Chine avance à toute vitesse avec son yuan numérique. Clairement, l'Europe est en train de perdre la main. L'argument de la souveraineté est donc présenté comme un magnifique cadeau, un outil pour que l'Europe reste indépendante. C'est le fameux cheval de Troie. Le problème, ce n'est pas le cheval en lui-même, c'est ce qu'il y a potentiellement à l'intérieur, de nouvelles formes de contrôle et de surveillance. Parce que, contrairement à l'argent liquide, qui est totalement anonyme, l'euro numérique, lui, serait pseudonyme. Ça veut dire quoi ? Que chaque transaction est liée à un code et qu'une autorité pourra toujours, si elle le souhaite, relier ce code à une identité. C'est peut-être la fin de la confidentialité qu'offre le cash. Là, on pourrait se dire, ok, pas de problème, il suffira juste de continuer à utiliser des billets et des pièces, mais est-ce que ce sera vraiment une option ? La Banque centrale jure qu'elle ne remplacera jamais le cash, que l'euro numérique sera juste un complément. C'est là qu'intervient une petite analogie que j'appelle celle du jardinier paresseux. Un jardinier paresseux, il n'a pas besoin d'arracher une plante pour qu'elle meure. Non, il lui suffit d'arrêter de l'arroser. Pour le cash, la stratégie pourrait être la même. D'abord, on rend son utilisation plus compliquée. On ferme des distributeurs, on ajoute des frais. Ensuite, on rend l'alternative numérique tellement plus simple, plus rapide. Et enfin, on laisse faire le temps. Le cash meurt de sa belle mort, simplement parce que plus personne ne l'utilise. Et voilà, sans aucune interdiction formelle, en quelques années à peine, l'argent liquide pourrait devenir une relique du passé. Le souci, c'est que dans un monde où 100% de l'argent est numérique et centralisé, il n'y a plus aucune issue de secours. Le piège se referme. Et c'est précisément ici que tout s'éclaire. On arrive enfin au cœur du réacteur, à ce fameux et mystérieux facteur X. On réalise alors que derrière le bel objectif de modernisation, il y a une ambition bien plus vaste, la possibilité d'instaurer un contrôle monétaire et social total. Un contrôle qui est tout simplement impossible tant que le cash, anonyme et libre, existe encore.
Le véritable facteur X, le secret caché au cœur du cheval de Troie, tient en un seul mot. Un mot qui change absolument tout. Programmable. Une monnaie programmable, c'est de l'argent qui n'est plus nôtre. C'est de l'argent qui obéit à des règles, avec des conditions d'utilisation écrites directement dans son code. Concrètement, ça pourrait donner quoi? Eh bien, imaginez. Une aide sociale qui ne pourrait être dépensée que pour acheter de la nourriture ou payer un loyer. De l'argent de relance économique qui aurait une date d'expiration pour forcer les gens à dépenser, sinon, pouf, il disparaît. Ou encore, plus fou, un quota carbone mensuel pour l'essence. Une fois que c'est dépassé, la pompe à essence bloque tout simplement le paiement. L'argent ne serait plus un simple moyen d'échange. Il deviendrait un outil pour appliquer des politiques sociales, économiques ou même écologiques. Un permis, un bon d'achat avec des conditions. Au final, on voit bien que le débat n'est plus technique, il est philosophique. La vraie question n'est pas de savoir si l'euro numérique sera pratique. La vraie question, la voici. Voulons-nous vraiment donner à une autorité centrale le pouvoir d'écrire les règles de notre argent, et donc par extension, les règles de nos vies?